À la une de l'actualité, en Afrique du Sud, la commission électorale doit confirmer ce samedi le succès en demi-teinte du Congrès national africain aux élections législatives du 8 mai dernier. Les Algériens ont de nouveau manifesté ce vendredi pour la 12e semaine consécutive, mais la première depuis le début du Ramadan. Et puis au Liban, des centaines de militaires à la retraite ont manifesté ce vendredi contre l'avant-projet de budget d'austérité qui doit être adopté par les autorités libanaises. Assuré de la victoire, depuis la publication des premiers résultats partiels, l'ANC s'est gardée de tout triomphalisme. Sur la foi du dépouillement de plus de 95% de 23 000 bureaux de vote du pays, l'ANC a rallié plus de 9,1 millions d'électeurs, soit 57,7% des suffrages, et mathématiquement renouvelé sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Derrière la formation du président, l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, pointait en deuxième position avec un score décevant de 20,6% des voix, en nette baisse par rapport à celui de 2014 où elle avait totalisé 22,2%. Sur la troisième marche du podium, les combattants pour la liberté économique, parti radical de gauche de Julius Malema, enregistraient une forte progression juste au-dessus de la barre des 10%, soit 10,5%. En 2014, ils avaient totalisé 6,35%. Vainqueur de tous les scrutins post-apartheid, l'ANC a vu sa popularité plonger sous le règne émaillé de scandales de l'ancien président Jacob Zuma. Aux élections locales de 2016, l'ANC avait enregistré le pire score de son histoire avec 54% des voix au niveau national. Malgré sa popularité, Cyril Ramaphosa n'a pu que limiter les casses. Élu par les députés, Cyril Ramaphosa devrait être investi pour un nouveau mandat de chef de l'État dès le 25 mai. L'opposition n'a pas non plus épargné l'ANC, dénonçant un parti pourri jusqu'à la moelle et appelant au changement. Pour le 12e vendredi consécutif, le mouvement populaire de contestation entamé le 22 février en Algérie a mobilisé une foule impressionnante d'Algériens à Alger. Comme ce fut le cas ces dernières semaines aux abords de la Grande Poste, les manifestants ont donné de la voix pour réclamer le départ de l'ensemble du système au pouvoir en Algérie. Il s'agit du premier rassemblement du mois sacré de Ramadan, mais la détermination des manifestants n'a pas faibli. Ils rejettent la présidentielle convoquée le 4 juillet par le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, ancien fidèle d'Abdelaziz Bouteflika, pour élire un successeur à ce dernier. Un processus fortement appuyé par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, pilier du régime Bouteflika, désormais de facto l'homme fort du pays. Plusieurs organisations et personnalités proches de la contestation accusent ce dernier de vouloir imposer de force le processus de transition en cours et l'élection présidentielle convoquée le 4 juillet. Le rassemblement de ce vendredi intervient au lendemain du placement en détention provisoire de Louisa Hanoun, chef du Parti des travailleurs. Mon corps, ma vie. Être une femme n'est pas un crime. Scandaient les manifestants à l'initiative de plusieurs organisations de défense des droits des femmes et de la société civile. Cette manifestation intervient après un récent scandale de viol et d'abus sexuels sur des dizaines de femmes arrêtées pour prostitution. Lors de deux raids spectaculaires les 17 et 26 avril dernier, des dizaines de femmes ont été arrêtées dans des boîtes de nuit, des bars à striptease, des hôtels ou dans les rues de la capitale fédérale nigériane au prétexte qu'elles se prostituaient, ce que plusieurs d'entre elles ont fermement nié. Le scandale, relayé dans la presse, a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et relancé le débat sur les droits des femmes dans la société nigériane.
Le 29 avril dernier, 27 des jeunes femmes arrêtées ont été présentées devant un tribunal d'Abuja et ont été condamnées à 1 mois de prison avec sursis et à une amende de 3 000 naira, soit 7,4 € pour prostitution. La semaine dernière, la présidence a réagi, affirmant qu'une enquête minutieuse est en cours pour comprendre ce qui s'est passé et promettant qu'elle ne tolérerait aucune violation des libertés humaines. Des promesses qui laissent la société civile sceptique, alors que le gouvernement a déjà été condamné en 2017 pour des faits similaires par la Cour de justice de la CEDEAO, entendez la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et que de nouvelles arrestations ont eu lieu ces derniers jours. Cette libération a pu être obtenue grâce à une opération d'une très grande complexité menée dans la nuit du 9 au 10 mai au nord du Burkina Faso, a commenté vendredi la ministre française des Armées, Florence Parly, lors d'une conférence de presse. C'est une opération d'une rare difficulté que peu d'armées au monde sont capables de mener à tel fait valoir en rendant hommage à l'héroïsme des forces spéciales françaises qui ont perdu 2 des leurs pendant l'assaut contre les ravisseurs, dont 4 ont été tués. En effet, selon le récit du chef d'état-major français, le général François Lecointre, les commandos des forces spéciales se sont infiltrés dans la nuit noire sur une distance de 200 mètres, malgré la présence d'une sentinelle, avant d'être finalement repérés à 10 mètres des abris des ravisseurs. Cette opération a été rendue possible par la mobilisation des moyens de la force antidjihadiste française au Sahel, Barkhane, le soutien logistique des forces burkinabè et le soutien américain en renseignement, a précisé le général. Cette libération est une très bonne chose. Ça va permettre à tout un chacun d'être rassuré. Et ça va envoyer vraiment la sérénité dans le pays. Et je pense qu'on doit encore redoubler d'efforts pour que la sécurité soit plus renforcée avec une bonne collaboration entre Africains et d'autres pays de l'extérieur et pour pouvoir vraiment trouver solution à mener tous ces esprits du mal là très loin. La situation ne fait que se dégrader de jour en jour. On entend qu'on tape par-ci, par-là. On ne comprend plus rien. C'est devenu comme de l'anarchie. Donc je demande beaucoup à la population d'être solidaire et d'aider les forces de sécurité pour pouvoir lutter contre ce fléau. Car eux, ça ne peut pas. Les 2 Français, Patrick Piquet et Laurent Lassimouillas, avaient été enlevés le 1er mai dernier pendant un séjour touristique au Bénin, pays jusque-là épargné par l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Toutes nos pensées aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. Donc, je vais présenter nos condoléances tout de suite à ces familles parce que nos pensées sont différentes par rapport à tout ce qui nous arrive. Une pensée aussi à notre chauffeur guide, Béninois, qui a perdu la vie au tout début de notre enlèvement et ça a été très difficile aussi. Je voulais remercier les autorités françaises, celles du Burkina Faso, d'avoir participé à notre libération, à ce que nous soyons loin de tout cet enfer que nous avons vécu. Merci. Ils étaient environ 1 millier de militaires libanais à la retraite à descendre vendredi dans les rues de Beyrouth. Devant le siège du gouvernement, ils ont dénoncé l'avant-projet de budget d'austérité qui doit être adopté par les autorités libanaises. Le document prévoit notamment une réduction du montant des indemnités retraite. Nous voulons dire à ces ministres corrompus qu'il est interdit de toucher aux revenus des militaires. Quelle que soit la raison, ils veulent y toucher, alors ils doivent en porter la responsabilité. S'ils veulent un pouvoir militaire, nous sommes prêts, aucun problème. Nous sommes ici pour leur dire de manière très polie, comme d'habitude, que nous refusons ces décisions injustes contre nous et contre tous les citoyens, qu'ils soient militaires en service, retraités ou pas. Tous, nous sommes contre ce qui concerne les hausses d'impôts, de la TVA et du prix de l'essence pour tout le monde. Répondant aux manifestants, le ministre libanais de la Défense s'est engagé à porter la voix des retraités.
Je vous le demande, votre place n'est pas ici. Nous avons mal au cœur quand on vous voit dans la rue. Nous allons parler en votre nom. La situation économique est très difficile, comme vous le savez tous. Mais nous n'acceptons pas qu'ils visent les retraités. Nous allons trouver des solutions sans toucher aux retraités, sans qu'ils soient visés, ni les soldats, ni les officiers. Donc, nous vous demandons de ne pas être dans la rue. Laissez-nous travailler. Les manifestants se disent prêts à maintenir la pression sur le gouvernement si ce dernier ne renonce pas à envoyer le document incriminé au Parlement. Ils seront dans la rue tous les jours, dans tout le pays, en brûlant des pneus et en bloquant les routes, ont-ils averti. Ils sont au total 66 migrants à avoir foulé vendredi le sol italien. La première vague est constituée de 36 migrants secourus jeudi matin par un patrouilleur de la marine italienne en opération de sécurité à 115 miles nautiques de la Libye. La deuxième vague, constituée de 30 autres migrants secourus jeudi soir à 40 miles nautiques de la Libye par un navire humanitaire, a débarqué sur l'île italienne de Lampedusa, la plus proche des côtes libyennes. Soit un total de 66 migrants arrivés en Italie malgré la politique des portes fermées appliquée par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, patron de l'extrême droite. Le navire humanitaire utilisé pour débarquer les migrants était affrété par Mediterranea, un collectif d'organisations de gauche et d'extrême gauche. Le ministre italien de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour aide à l'immigration clandestine et le placement sous séquestre du navire. Il n'y a eu aucune irrégularité, a assuré Mediterranea sur les réseaux sociaux, précisant que le placement sous séquestre est une tentative pour le stopper, mais pour lui, l'important est que les personnes soient saines et sauves. Notons que cette procédure avait déjà été appliquée lors d'un précédent sauvetage mené par un autre navire humanitaire en mars. La justice italienne avait levé la mise sous séquestre au bout d'une semaine et le navire avait pu repartir. Il a cependant été jugé inapte au sauvetage lors d'un contrôle mené par les gardes-côtes italiens fin avril. Selon un sondage publié ce jeudi par l'Institut gouvernemental, Manuel Valls arriverait en 4e position avec près de 12% des voix. L'ancien Premier ministre français socialiste est candidat à la mairie de Barcelone. Sa candidature est soutenue par le parti de centre-droit Ciudadanos. Lors de son meeting, il a évoqué les motifs l'ayant poussé à déposer sa candidature pour les municipales en Espagne. Et j'avais envie de changer de vie, d'horizon, de revenir dans ma ville de naissance, d'ouvrir d'autres challenges. Je sais qu'ici, ce qui joue n'est pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est l'avenir de Barcelone. Si Barcelone tombe dans les mains des populistes de la mer sortante et du séparatisme, de l'indépendantisme catalan, c'est très dangereux pour Barcelone, mais c'est très dangereux aussi pour l'Espagne et pour l'Europe. Donc c'est un formidable challenge. Moi, je suis heureux à titre personnel. Bon, moi, je veux gagner d'abord, quand même. Mais bien sûr, je prendrai le mandat que les Barcelonais me donneront et j'exercerai mes responsabilités. C'est ça, la démocratie. Vous savez, moi, mon expérience ne me donne pas des droits, me donne que des obligations. Il faut prendre les choses modestement. Moi, j'ai refait une campagne de terrain, comme je faisais à Évry. Et je sais que c'est aussi une manière de gagner le cœur des Barcelonais. Et c'est ça qui va surprendre. Manuel Valls, qui a été Premier ministre socialiste en France de 2014 à 2016, a quitté en 2017 le Parti socialiste pour soutenir Emmanuel Macron. Dans cette élection, il est notamment opposé à la maire sortante de gauche radicale, Ada Colau, et au candidat indépendantiste Ernest Maragall du Parti gauche républicain de Catalogne. Les Espagnols, qui ont déjà voté le 28 avril dans les législatives remportées par le Parti socialiste du chef du gouvernement sortant Pedro Sánchez, votent aussi le 26 mai pour des élections européennes et régionales.